Bonjour et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Math en Asie. Aujourd'hui, nous allons explorer toutes les actualités autour du spatial asiatique. Mais avant de commencer, je tiens à vous annoncer qu'une vidéo consacrée à l'histoire de la Corée du Sud dans l'industrie spatiale sortira ce jeudi. On va également explorer les futurs programmes de la Corée du Sud. Le lien est en description. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Pour débuter cette vidéo, le 12 août, la CMSA a annoncé que les premières expériences ont débuté dans le module Wentian, tandis que l'équipe Changzhou 14 continue de déployer et d'installer l'environnement de travail ainsi que le matériel scientifique. Néanmoins, une sortie extravéhiculaire approche et la CASC a confirmé que 2 taïkonautes sortiront par le SAS du module Wentian au lieu du SAS de Tianre. Alors à titre de comparaison, le volume du SAS de Wentian est de 9,6 m3 contre 6 m3 pour l'autre SAS. Sinon, le saviez-vous, les astronautes chinois ont 6 paires de chaussures différentes tout au long de leur mission. Une paire pour se déplacer dans la station spatiale, des bottes de sécurité pour le lancement, des baskets pour les sessions de sport, d'autres chaussures de verrouillage pour l'exercice du vélo, des bottes chaudes ainsi que des chaussures pour l'atterrissage de la capsule de Changzhou. Néanmoins, pendant ce temps sur Terre, le dernier grand module laboratoire du nom de Mengtian, qui sera lancé cet automne, est arrivé par cargo le 8 août sur l'île de Hainan. Le lancement du module est prévu pour octobre 2022, mais la reprise épidémique sur l'île pourrait perturber les opérations en cours. Sinon, le même jour, nous avons eu le droit à un lancement d'une fusée depuis la base de lancement de Jiuquan, dans la province du Gansu, et le lancement concernait une fusée à poudre du nom de CRS-1 ou Guochensing-1 appartenant à la start-up chinoise Galactic Energy. Avec ses 3 étages, ce lanceur peut placer 350 kg en orbite terrestre basse et 270 kg sur une orbite héliosynchrone à 700 km d'altitude. Pour sa 3e mission, il a déployé avec succès en orbite 2 satellites, Taixing 1 de Minospace, ainsi que l'engin de télédétection par polarisation, Dongrei 1 de la société Azespace. Par conséquent, cette 3e mission réussie consécutivement maintient la fiabilité de cette fusée à 100%, tandis que sa petite sœur à propérgole liquide Pallas 1 doit débarquer en 2023. Par la suite, le 10 août, la Long March 6 numéro 10 a décollé depuis le site de lancement de Taiyuan dans la province du Shanxi et ce lanceur a placé 16 satellites sur une orbite héliosynchrone à 550 km, dont 10 satellites d'imagerie commerciale, Jilin 1, Gaofen 3D, ainsi que 6 satellites météorologiques Yuanyao. Mais le lendemain, l'opérateur Cheng Wang a publié plusieurs photos, dont ces 2 images de Brest, capturées par un Jilin 1 Gaofen 3D. De plus, le directeur général adjoint de l'entreprise a déclaré que le nombre total de satellites Jilin 1 atteindra le cap des 140 engins en orbite d'ici la fin d'année, tandis que la constellation dépassera les 300 unités d'ici 2025. Pour revenir à la journée du 10 août, la CAST, donc une filiale de l'entreprise nationale CASC, a publié cette vidéo. On y voit un essai du système de séparation de la coiffe au sol de leur nouveau lanceur Jielong 3 ou Smart Dragon 3. Avec sa capacité d'emport d'1,5 tonnes en orbite héliosynchrone à 500 km d'altitude pour un coût de $10 000 par kilogramme, eh bien sa concurrente directe reste la Litian 1A de K-Space. Néanmoins, selon la feuille de route, ce lanceur solide doit effectuer son premier vol avant la fin de 2022, tandis que le second lancement de Jielong 3 sera un lancement commercial prévu au Q1 2023. Mais si vous vous souvenez, le 5 août, une Long March 2F a décollé depuis Jiuquan pour placer en orbite un avion spatial expérimental top secret. Par conséquent, les 2 demi-coiffes qui sont tombées au sol ont été récupérées et elles sont actuellement exposées dans un collège de la ville de Jiyuan. Néanmoins, si vous observez bien, vous pouvez voir quelques excédents de carénage indiquant parfaitement les positions des ailes du vaisseau. Pendant ce temps, la jeune startup AA Engine ou Kangtian Yingting, née en 2018, a dévoilé le design de ses 2 lanceurs AX-1 et AX-11. La Tsinding 1 est une fusée légère à 2 étages pouvant emporter 300 kg en orbite terrestre basse. D'une hauteur de 21 mètres et d'un diamètre de 2,25 mètres, ce lanceur comporte le moteur Yuanyu 1 fonctionnant au kérosène et à l'oxygène liquide. Dans un second temps, Xingji 11 est un lanceur moyen qui aura la capacité de déployer en orbite terrestre basse 4,5 tonnes. D'une hauteur de 53 mètres et d'un diamètre de 3,35 mètres, l'objectif est de récupérer puis de réutiliser le premier étage au moins 20 fois. A noter que son moteur Yuanyu 12 a une poussée maximale de 412 kN dans notre atmosphère. Chez les voisins de l'Est, la JAXA, soit l'agence spatiale du Japon, a lancé le 11 août avec succès sa fusée sonde S520 F32 destinée à l'observation des structures verticales
et horizontale de la densité d'électrons pendant des perturbations ionosphériques. Selon l'agence, cette fusée orbitale a atteint les objectifs fixés et elle a récolté les données nécessaires. De plus, le moteur LE9 fonctionnant à l'hydrogène et à l'oxygène liquide a été allumé pour une 5e fois pendant 210 secondes. Notez que ce moteur équipera H3, le lanceur de nouvelle génération du pays, au soleil levant. Le H3 est le nouveau lanceur lourd de nouvelle génération avec l'Ariane 6, qui sera l'avenir de la coopération entre l'Ajaxa et l'ESA. Construit par Mitsubishi Heavy Industries, le H3 pourra placer 6,5 tonnes en orbite géostationnaire, ce qui est tout de même en dessous des lanceurs américains lourds en service. Néanmoins, le H3 permettra au Japon de ne pas dépendre des lanceurs étrangers, tout en possédant un lanceur dont son coût de lancement sera inférieur à la H2A, qui prendra sa retraite après l'arrivée de sa petite sœur. Néanmoins, même si l'ESA reste intéressé par cette fusée, le directeur de l'agence a récemment annoncé que suite au retard du H3, d'Ariane 6, mais également de l'arrêt des activités de Soyuz à Kourou, l'agence européenne a décidé de débuter des discussions avec SpaceX pour acheter des vols de Falcon 9 pour de futures missions. Alors même si on sait que Falcon 9 est un très bon lanceur fiable et avantageux, l'ESA ne devra pas tomber dans la dépendance, du moins c'est l'objectif. Parce que finalement, s'il y a de l'argent, autant multiplier les investissements en Europe pour se munir d'une flotte solide de lanceurs que d'aller utiliser les fonds des États membres pour financer l'industrie spatiale étrangère, et ici américaine, qui pourrait rendre l'ESA accro à ces produits. Pendant ce temps en Inde, l'agence du pays, soit l'ISRO, a effectué un essai concluant sur la tour de sauvetage destinée au futur vaisseau indien Gaganyaan, qui rencontre malheureusement plusieurs retards depuis 2020 suite à la pandémie. Pour terminer sur la Russie, une Soyuz 2.1B Frégate M a pris son envol le 9 août depuis le cosmodrome de Baïkonour et la mission de covoiturage a été un succès où nous avons vu un déploiement de 17 satellites en orbite. Parmi ce lot de satellites, on retrouvait 16 CubeSats provenant de diverses institutions ainsi que le satellite iranien Kaimyam conçu par la Russie qui serait apparemment capable de suivre des cibles militaires potentielles à travers le Moyen-Orient mais aussi au-delà selon les États-Unis. Néanmoins, en juin 2021, Vladimir Poutine avait déjà réfuté ces informations du Pentagone, mais bon, en bref, ce lancement reste au cœur de la géopolitique, dans une période où les liens entre Moscou et Téhéran se renforcent, et surtout qu'on a une nouvelle phase de négociation autour du nucléaire iranien qui est en cours. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Mathieu Mars, allez bye.